Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, le brin d'histoire, on va voir combien d'années en arrière? On va 135 années en arrière. Et une fois n'est pas coutume, on va plutôt parler on va parler d'une personnalité, mais pas véritablement d'un événement, mais on va surtout parler d'un objet. Un objet qui est incontournable dans la vie des femmes depuis déjà plusieurs siècles, et un objet qui a été inventé, qui a été dans sa forme actuelle il y a 135 ans, qu'on appelle le soutien-gorge. Donc aujourd'hui, nous allons parler du soutien-gorge parce que le soutien-gorge a été présenté pour la première fois au grand public. C'était lors de l'exposition universelle de Paris. C'était le 27 juin 1889. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le soutien-gorge, il a suivi une évolution qui est liée, si tu veux, à l'évolution même des mœurs, notamment des mœurs féminines. Donc, la manière dont la femme s'est vue dans la société, d'abord comme un objet, puis comme après la révolution, disons la révolution féministe à la fin du XXe siècle, comme elle a voulu décider de se réapproprier son corps. Et donc, la question du soutien-gorge a toujours été ce symbole-là d'appropriation, d'expropriation. Et ça, on va le voir très, très rapidement. Mais il faut aussi savoir que la question du soutien-gorge est liée de manière plus globale à l'image que la femme se fait d'elle-même. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date même de l'Égypte antique. Déjà, dans la manière de s'habiller, les femmes elles n'avaient pas de soutien-gorge, mais elles avaient ce qu'on appelle les mastodontes, c'est-à-dire des espèces de larges rubans qu'elles s'enroulaient tout autour de la poitrine. Alors, cela avait pour but d'essayer de limiter la croissance des seins, parce que dans l'Égypte antique, on considérait que d'un point de vue esthétique, il n'était pas beau d'avoir une femme qui avait une grosse poitrine. Donc le style était un style un peu androgyne, c'est-à-dire les femmes, parfois elles ressemblaient à des femmes, parfois elles ressemblaient à des hommes. Et donc, pour limiter la croissance des seins, elles s'enroulaient ces larges bandes-là et ça comprimait la poitrine. Et donc c'est ce style-là, on peut dire, qui va être l'ancêtre du corset, c'est ce style d'habillement-là qui va ensuite être importé en Europe, notamment durant la Grèce antique. Et là-bas aussi, les femmes vont adopter ce style de vêtements-là, jusqu'à ce qu'on va mettre un terme à l'utilisation de mastodontes et on va utiliser ce qu'on appelle maintenant la gourgandine. C'est-à-dire, c'est un espèce de corset. Gourgandine. Oui, la gourgandine. C'est un espèce de corset qui enveloppe le dos. En fait, ça ne prend pas l'abdomen, ça prend plutôt le dos pour essayer de rehausser les seins vers le haut. Et essayer de faire que, en fait, si tu veux, le point de fixation, enfin pas le point de fixation, c'est-à-dire il faut que quand les seins de la femme se relèvent, il faut que les tétons soient le plus pointés vers le haut. Donc c'était une manière de mettre en avant, si tu veux, la beauté de la poitrine de la femme. Malheureusement, cette gourgandine-là avait aussi des effets un peu assez indésirables parce que ça compressait le dos en quelque sorte. Et donc, à partir du XVIe siècle, il y a un autre objet qui va remplacer la gourgandine et c'est là où on va voir maintenant le corset. On va voir maintenant l'apparition du corset. Alors le corset, il avait deux rôles. Il avait non seulement le rôle de rehausser la poitrine de la femme pour la mettre en valeur, mais aussi essayer de sculpter au maximum, d'affiner au maximum l'abdomen et ressortir, si tu veux, les hanches de la femme. Donc compresser l'abdomen et rehausser les hanches. Et donc pendant près de 300 ans, les femmes en Europe, enfin en Occident de manière générale, vont porter des corsets. Alors, le corset a des effets négatifs, plein d'effets négatifs chez les femmes. D'abord, ça comprime la poitrine et l'abdomen. Régulièrement, les femmes faisaient des malaises, elles s'évanouissaient, elles étaient frappées d'indigestion parce qu'elles n'arrivaient pas à manger. Il était difficile de faire des efforts physiques comme courir, grimper à des machins. Et surtout, à cause du corset, elle ne pouvait pas pratiquer de sport parce qu'il est quasiment impossible pour toi de faire une activité sportive alors que tu as cet objet-là qui te comprime et l'abdomen et parfois une partie de la poitrine. Et donc, au fur et à mesure, après la révolution industrielle, donc quand on est au début du 19e siècle, avec la naissance des courants féministes, les femmes vont commencer à revendiquer une forme d'émancipation, donc une liberté de pouvoir utiliser le corps comme elles le souhaitent. Et donc, à partir de là, elles vont commencer à
combattre l'idée de porter le corset, et donc elles vont revendiquer leur liberté à pouvoir se débarrasser de cet objet-là. Et c'est là où va entrer en jeu une grande féministe française de l'époque qui s'appelle Herminie Cadol, qui, à partir de 1887, va commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on peut à la fois fabriquer un objet qui puisse mettre en valeur la poitrine de la femme tout en enlevant tous les inconvénients liés, par exemple, à l'utilisation du corset. Et surtout, Herminie Cadol n'est pas n'importe qui, c'est une figure très connue de la France à l'époque. Elle a travaillé d'abord très jeune, elle a commencé à travailler dans des entreprises manufacturières, notamment dans le textile, parce qu'elle était originaire d'une famille modeste. Donc elle va être ouvrière dans une dans une usine de fabrication de corsets. Et donc à partir de là, elle connaît toutes les étapes de la fabrication du corset, et elle-même, en tant que femme qui porte le corset, elle connaît tous les inconvénients que cela va avoir. Et donc, elle va, en plus de son activité d'ouvrière, surtout se rapprocher de mouvements politiques socialistes en France, et elle va être l'une des toutes premières militantes connues des mouvements féministes français, qu'on appelait l'Union des femmes pour la défense de Paris et des soins aux blessés. Là-bas, elle va faire la rencontre d'une autre grande féministe et anarchiste française qui s'appelle Louise Michel, et ensemble, elles vont se battre pour le droit des femmes qui, à l'époque, il ne faut pas l'oublier, n'avaient ni le droit de vote, ni le droit même d'ouvrir un compte bancaire. Et donc, à partir de là, elles vont faire du corset, l'objet de toutes les luttes. Elles vont faire du corset, si tu veux, ce symbole-là d'oppression de la femme. C'est cette manière de vouloir garder la femme dans un carcan en tant que femme-objet, en tant que femme-plaisir, et donc femme-plaisir au service des hommes. Et donc pour cela, il fallait d'abord, pour que la femme reprenne sa dignité, il fallait lui redonner de la liberté. Et lui redonner de la liberté passe par le fait qu'on doit balancer ces objets-là qui, à leurs yeux, symbolisaient justement toute cette oppression-là. Et donc, à partir de là, Herminie Cadol va commencer à réfléchir à la fabrication de cet objet-là. Alors, au départ, bien évidemment, ça ne s'appelait pas soutien-gorge, ça s'appelait corselet-gorge. Pourquoi? Parce qu'elle va partir d'un principe tout à fait simple. Comme je l'ai dit au départ, elle a travaillé pendant de nombreuses années dans une usine de fabrication de corsets. Et donc, elle va se dire, dans le corset, donc, on peut dire qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui sert notamment à rehausser la poitrine de la femme, et il y a un autre niveau en dessous qui sert à comprimer l'abdomen, et c'est cette partie-là, en fait, qui fait défaut. C'est cette partie dont elle veut se débarrasser. Donc, elle va essayer d'inventer un objet qui soit une espèce de demi-corset, en quelque sorte. Donc, en enlevant toute la partie inférieure. Et donc, à partir de là, elle va fabriquer son corselet-gorge qu'elle va à partir de 1887, essayer de mettre en place, de fabriquer et d'affiner. Mais il faut se rappeler que le corselet-gorge n'a absolument rien à voir avec le soutien-gorge tel qu'on le voit aujourd'hui, parce que durant les décennies, voire les siècles qui suivront, ce corselet-gorge va subir de nombreuses modifications liées à l'évolution de deux choses. Notamment, l'utilisation des matériaux, parce qu'on va utiliser non plus du bois, mais des plastiques. Et puis, il va y avoir, notamment à partir du début des années 1900, 1904-1905, et c'est ce qui va permettre l'explosion du soutien-gorge dans les années 1920, c'est l'apparition d'un nouveau matériau qu'on appelle l'élastane. C'est une espèce de tissu qui est élastique. Et donc, c'est ce tissu élastique qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la plupart des soutiens-gorge. Ce sont ces deux matériaux, plastique et élastane, qui vont ensuite permettre aux femmes d'affiner, si tu veux, la composition du corselet-gorge pour que petit à petit, il devienne véritablement le soutien-gorge tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Mais il ne faut pas aussi oublier que lorsqu'elle présente pour la première fois son objet en 1889, ça ne fait pas du tout l'unanimité. Notamment les hommes qui trouvent que c'est un objet qui absolument n'apporte rien en termes de valorisation de la femme. Mais il va falloir, et puis les femmes aussi, étant donné leurs conditions, comme je l'ai dit, elles ne pratiquaient pas de sport et tout ça. Là. Et donc, avec l'arrivée du courant féministe, à partir du début des années 1900, petit à petit, cet objet-là va commencer à s'imposer, si tu veux, dans
dans la vie des femmes. Mais il y a un événement majeur qui va provoquer l'explosion de l'utilisation du soutien-gorge, c'est la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que durant la Première Guerre mondiale, comme dans toutes les guerres, quels sont ceux qui vont au front? Eh bien, ce sont les hommes qui vont au front. Et donc, ceux qui restent derrière pour faire vivre les villes, pour faire vivre les hôpitaux, les usines de fabrication d'armes et autres, ce sont les femmes. Et donc, les femmes vont gagner en responsabilité, aussi bien dans les usines, dans les hôpitaux qu'ailleurs. Et donc, elles avaient besoin de plus de mobilité ou de plus de capacité à pouvoir se mouvoir. Et donc, à partir de là, le corset était devenu un frein à cette mobilité-là. Et donc, rapidement, comme il y avait le soutien-gorge qui était là, eh bien, rapidement, les femmes qui travaillaient dans les usines, qui travaillaient dans les hôpitaux, qui étaient facteurs, qui travaillaient, donc, vont rapidement adopter cet objet-là parce que ça leur facilitait l'existence. Et donc, après la Première Guerre mondiale, c'est là on va voir à partir des années 20 véritablement l'explosion de l'utilisation du soutien-gorge. Et même cette maison qui a été la première maison, Herminie Cadol, elle va même créer une usine de fabrication de soutien-gorge jusqu'à sa mort. Elle décédera en 1924 et la toute première maison de fabrication de soutien-gorge qu'on appelle la maison Cadol existe encore aujourd'hui en France. Et donc à partir de là, quand on rentre dans le XXe siècle, eh ben, c'est là où véritablement le soutien-gorge va continuer à accompagner, si tu veux, le développement, je dirais, à la fois vestimentaire, mais aussi social de la femme, la place qu'occupe la femme, la place sociale qu'occupe la femme dans la société. Donc, à partir de là, on va voir maintenant le soutien-gorge, qui était devenu d'abord un objet qui visait à faciliter ou à améliorer le confort des femmes, d'accord, notamment au niveau de la poitrine. Ça va devenir, à partir des années 60, une espèce d'objet d'esthétique, un objet de séduction. Et une personnalité va être véritablement à l'origine de l'explosion de l'utilisation, enfin, de la vision du soutien-gorge. Parce qu'il faut savoir que le soutien-gorge, c'est censé être un sous-vêtement. Sous, ça veut dire en dessous du vêtement. Mais à partir des années 60, on va propulser le sous-vêtement comme étant un vêtement aussi, en quelque sorte. Et Marilyn Monroe va être celle qui va être considérée comme étant l'égérie même de ce nouveau mouvement si tu veux, d'appropriation du corps et de valorisation, en quelque sorte, du soutien-gorge. Et puis, cela, malheureusement, va durer très peu de temps, puisqu'à partir des années 70 et avec la révolution féministe, le soutien-gorge, un peu comme le corset, va subir le méandre des femmes féministes qui considéraient que le soutien-gorge, c'était un objet qui visait à emprisonner les femmes, un peu comme le corset. Pour eux, le soutien-gorge n'était que une forme de transformation, un corset transformé. Donc, ça ne changeait en rien dans, si tu veux, l'objectif, selon ces féministes-là, du soutien-gorge qui visait à emprisonner les femmes. Et donc, à partir de là, évidemment, mais ça ne va pas, même si on a cette révolution féministe qui remettait en cause l'utilisation des soutiens-gorge, mais ça ne va pas tuer véritablement ce marché-là, puisque les marques vont très vite s'adapter en améliorant non seulement, comme je l'ai dit, une fois de plus, les matériaux, en allant vers des matériaux qui soient encore plus légers, plus fins, et qui donnent même quasiment la capacité d'être invisibles. Donc, et là, ça va permettre de sauver justement le soutien-gorge. Et là, on va arriver dans les années 80, et à partir de là, il y a une femme qui s'appelle Chantal Thomas, pour ceux qui connaissent un peu la haute couture, qui est considérée comme celle qui va sauver en quelque sorte le soutien-gorge, parce que elle va prendre le soutien-gorge et arriver à le propulser comme une espèce d'objet de sensualité qui est une espèce de prolongement esthétique de la beauté de la femme. Et pour cela, elle va commencer à ajouter, si tu veux, au soutien-gorge, un certain nombre d'autres accessoires comme les porte-jarretelles, les guêpières, les push-ups, les bandeaux, tout ça là, en montrant que le sous-vêtement peut être aussi un accessoire de mode. Et donc, à partir de là, grâce à Chantal Thomas dans les années 80, on va voir aussi une variété de couleurs, une variété de formes dans les soutiens-gorge. Et surtout, il ne va plus y avoir une espèce d'ostracisation des femmes fortes, qui ont du poids, ou des femmes qui ont de grosses poitrines, qui n'étaient pas suffisamment valorisées par les fabricants de soutiens-gorge. Chantal Thomas va montrer que, en multipliant les formes, en multipliant les couleurs, les styles, et en incluant au maximum les femmes dans toutes leurs variétés morphologiques, on pouvait faire du soutien-gorge un objet sublimant la femme, en quelque sorte. Et donc, à partir de là, eh ben,
il va y avoir une explosion du marché du soutien-gorge et c'est cette explosion qui existe encore aujourd'hui. Elle va être notamment renforcée par les années 90 avec l'arrivée sur le marché des marques de prêt-à-porter. Parce qu'avant, le soutien-gorge, le soutien-gorge de très bonne qualité était réservé à une certaine élite sociale. Et donc, à partir des années 90, d'autres marques, telles que H&M, pour ne pas les citer, et d'autres, vont commencer à démocratiser en quelque sorte le soutien-gorge. Et aujourd'hui, il fait partie de la panoplie des vêtements indispensables des femmes. Ce n'est pas René Ruth qui me dira le contraire. René Ruth, hein? D'accord. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On va en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.